Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Est-ce que je suis jamais intervenu dans cette affaire comme dans d'autres affaires judiciaires? La réponse est non, jamais. Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des Burger King. Burger King. Monsieur Marbeau, vous n'avez pas la parole. Bon, allez, stop. Merci, je vous enlève la parole. C'est la même eau que la dernière fois. Elle est toujours avec des métabolites de chlorothalonil à l'intérieur. Mais maintenant, c'est devenu potable par un petit coup de baguette magique. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et voilà un sommaire où on a fait la part belle à François Bayrou, un prix dans l'affaire Betharam où ces mensonges commencent à être dévoilés les uns après les autres par les gendarmes, les juges qui témoignent devant la commission d'enquête et qui expliquent que oui, il a raconté n'importe quoi. On en parlera en première partie d'émission avec Arnaud Gallet, cofondateur de Move Enfant, ancien membre de la Civise, puisque François Bayrou doit être entendu par cette commission d'enquête au mois de mai. On parlera bien sûr du scandale des eaux contaminées Nestlé Waters qui avait accès à, finalement au gouvernement. Encore Alexis Colère pris dans une affaire de conflit d'intérêts. Vous me direz, on a l'habitude. Le sénateur Alexandre Ouzil sera avec nous pour parler de ce scandale des eaux en bouteille et de Nestlé Water. Et puis à 13h, notre invité Claude Ardite, grand reporter, auteur de La Fabrique du Malheur aux éditions de l'Observatoire, sera avec nous pour parler des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, cette fabrique du malheur, comme lui-même en parle, avec le procès de Châteauroux, un livre choc sur ces dysfonctionnements nombreux. On est ensemble jusqu'à 14h. On est sur Sud Radio 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser des questions à nos invités. À tout de suite. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et on reçoit avec nous Arnaud Gallet, auteur de J'étais un enfant aux éditions Flammarion, cofondateur de Move Enfant et ancien de la Civise. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors, affaire Betharam, la commission d'enquête avance et d'audition en audition, on découvre l'ampleur des mensonges du Premier ministre François Bayrou. Un juge qui explique que non, ils ne se sont pas vus sur un chemin par hasard, que François Bayrou est bien venu le voir au courant des sévices sexuels qui avaient lieu dans l'institution privée. Un gendarme également qui témoigne contre les mensonges de François Bayrou. Lui doit être auditionné au mois de mai. Est-ce que François Bayrou peut s'en tirer ou est-ce qu'enfin on va dire qu'il a menti et que c'est insupportable d'avoir un Premier ministre dans un tel déni? C'est sûr que le mensonge en politique, il n'y a rien de pire. Après, on est habitué malheureusement. Donc après, moi je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une vraie question de fond. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que l'affaire Betharam ne devienne pas l'affaire Bayrou et que derrière, on puisse répondre quand même. Aujourd'hui, il y a plus de 200 plaintes, faut quand même le rappeler, et se dire qu'est-ce qu'on fait en fait de ces personnes-là. Vous savez, Betharam, et ça passe quasiment, c'est quasiment silencieux. Aujourd'hui, vous avez la congrégation Betharam qui a quand même annoncé mettre en place une commission indépendante. Enfin, c'est hallucinant. Je veux dire, vous avez des gens qui ont les mains pleines de sang, et eux, ils mettent un professeur d'université en haut de cette commission indépendante. Et ce professeur d'université, publiquement, j'étais présent, c'était le 15 mars dernier à Bayonne, dit ce qui s'est passé à Betharam et dans l'église, c'est un crime contre l'humanité. Et donc moi, je me dis, en tant plus que victime de pédocriminalité dans l'église, je me dis, ah bon? Et c'est comme ça en France qu'on résout les crimes contre l'humanité. C'est par une commission qui met en place en fait les personnes qui sont directement impliquées dedans. C'est un scandale sans nom. Et c'est pour ça, moi je suis entièrement d'accord. François Bayrou ment. Beaucoup de gens mentent en fait dans cette histoire-là. La congrégation ment. Ils mettent en place une commission. Ils disent eux-mêmes qu'ils découvrent les faits. Tout le monde découvre, le diocèse ment. Et dans ce pays, en fait, il n'y a aucun problème. Et donc effectivement, il faut qu'il y ait une justice d'exception. Il faut que les personnes qui mentent arrêtent de mentir. Il faut que les gens soient aussi dignes que les victimes. Et c'est ça, en fait, qui est insupportable. Et là, on a l'impression, en fait, tout le monde est dans une opération. Ça, c'est le service après-vente, cette histoire-là. Tout le monde essaie de sauver sa peau. Mais il y a d'ailleurs la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, donc qui annonce simplement le lancement d'une enquête administrative pour maintenant ce qui s'appelle l'établissement catholique privé, le Beau Rameau, anciennement Betharam. Ça aurait dû avoir lieu il y a longtemps, en fait. On a l'impression qu'ils font un truc aujourd'hui qui aurait dû avoir lieu il y a très longtemps. Vous avez des condamnés qui sont toujours à Betharam au contact des enfants. Vous le dénonciez lors d'une de ces réunions. Henri Lamas. Ouais, et rien ne change.
Non, mais nous, c'est pour ça on dit en fait ça suffit en fait ce simulacre. À un moment donné, ce type d'établissement, faut les fermer, point barre. Ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Et pourquoi faut les fermer? Tout simplement par dignité pour les victimes. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire qu'on a autant de victimes qui ont été, autant de personnes par an qui ont été victimes dans un établissement et se dire aujourd'hui, on va vérifier maintenant si tout va bien. Non, mais attendez, vous imaginez pour les victimes qui passent juste à côté, c'est insupportable. On pourrait parler pareil, vous savez, du village d'enfants de Riomont. Nous, on a demandé en fait le village d'enfants de Riomont à un moment donné. Faudrait peut-être qu'il soit fermé. C'est-à-dire qu'il y a eu des fermetures successives sur l'espace entre 1970 et 2019, parce qu'en 2019, ils ont fermé leur école, leur internat scolaire. Mais on se dit à un moment donné, il faut combien de fermetures administratives pour que ce soit fermé définitivement? Non, ils peuvent aujourd'hui accueillir des enfants, des scouts, etc. C'est un scandale sans nom qu'on arrête un peu en France. Les enfants, en fait, on s'en moque royalement. Et c'est ça le sujet. Et donc derrière, on a des adultes politiques qui sont soi-disant responsables. Ils sont responsables de rien, qui n'ont aucune dignité, qui mentent éhontément. Et ça, c'est un scandale. C'est un scandale par rapport au pseudo, parce qu'on appelle ça le courage des victimes. En fait, il faudrait juste qu'on ait des hommes politiques et des femmes politiques courageuses qui montent un peu au créneau, qui disent au bout d'un moment, arrêtez ce cirque pour les victimes. C'est une peine, vous savez, c'est ce que, pour moi, c'est une victimisation secondaire. C'est ce qu'appelle la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on inflige une peine supplémentaire aux victimes, et ça, c'est insupportable. Avec bien sûr c'est plus de 200 victimes pour Betaram qui attendent justice et pourtant elle va tarder à venir. On a l'impression qu'il n'y a pas d'accélération du temps judiciaire par rapport à ce scandale. C'est surtout que parmi, je crois que vous avez donc 200 plaintes aujourd'hui, il y en a a priori 5 uniquement qui ne sont pas prescrites. Donc, la première question qui se pose, c'est de se dire à quel moment est-ce qu'en France, on en a un peu ras-le-bol d'entendre les faits qui sont prescrits. Donc, à quel moment est-ce qu'on rend imprescriptible en fait tous ces crimes et délits, parce que c'est insupportable en fait sur les enfants quand on voit en plus les conséquences psychotraumatiques que ça a sur les personnes. Évidemment, ça suffit. Il faut qu'on arrête un peu avec ce. C'était une des recommandations de la Civis qui a été mise à la poubelle malheureusement, mais c'était une des premières recommandations. Revenir sur cette prescription parce que il faut du temps quand on est victime enfant pour accepter d'en parler et avoir le courage d'en parler. Oui et non. Je me permets quand même de nuancer. Pourquoi? Parce que quand on entend les victimes de Betaram et les victimes, par exemple, de Saint-Dominique, etc., tous les enfants, tous les enfants devenus grands vous disent quoi? Qu'ils ont parlé quand ils étaient à l'époque. Et donc ça veut dire exactement. Donc ils n'ont pas été entendus, ce qui justifie d'autant plus la prescriptibilité. C'est-à-dire que enfant, on peut pas avoir justice. Et quand on grandit et qu'on ose dire vraiment, j'ai été victime, j'ai parlé à quelqu'un, les personnes qui n'ont pas dénoncé. Pareil, il y a les faits sont prescrits. Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Rappelez-vous, c'est le cardinal Barbarin. Pas de problème. Grâce à Dieu, on n'en fait rien de ça. Ben oui, on n'en fait rien. Donc ça veut dire que maintenant, il faut un allongement des délais de prescription à minima à 30 ans, je pense. Il faut que les gens, en fait, faut que les bourreaux tremblent. On rend imprescriptible en fait les crimes, et moi je suis favorable aussi au délit, comme ça au moins on se dit en fait dès qu'on touche à un enfant, là on parle d'actes de torture et de barbarie quand même. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Et puis pareil sur les violences sexuelles. Et puis il faut aussi que les complices, parce que je suis désolé que les gens, faut nommer un chat. Quand les gens en fait ne signalent pas, ils sont complices. Et ça veut dire qu'il faut les traduire devant la justice et il faut qu'ils arrêtent en fait. Ça ne nous suffit pas les affaires Abbé Pierre, etc. Non, on est toujours dans un truc, aller chercher à comprendre. Mais c'est même pire que ça, parce que vous parlez des complices, mais quand vous avez des lanceurs d'alerte, ils sont mis au banc, ils sont empêchés. Cette professeure qui a témoigné à l'époque, immédiatement, qui était une des rares adultes à prendre les enfants au sérieux et à alerter, tout est fait pour faire taire les lanceurs d'alerte. Ah oui, ils sont. On leur demande de se taire, on les menace aussi. Je pense au village d'enfants de Riomont aussi, une dame qui s'appelle Françoise, qui a été, ses enfants ont été menacés, etc. Et là, il y a aucun problème en fait. Donc voilà. Et c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire qu'on est dans un régime d'impunité, et donc les bourreaux et leurs complices en fait font la loi en fait, dans ce pays. Donc il n'y a pas de justice. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Ça veut dire que des associations comme Move Enfants se mobiliseront. Vous savez, nous on apprend encore des choses sur le village d'enfants de Riomont et ailleurs. Et on continuera en fait à un moment donné tant qu'il y aura. Et en fait, il faut une justice d'exception. C'est-à-dire que peut-être pour clarifier mon propos, si vous me permettez, vous savez, sur Betaram, donc ils mettent en place une commission, ils mettent à la tête de cette commission un professeur d'université. Tenez-vous bien, un professeur d'université quand même. On parle pas on n'est pas au café du commerce quand même. On va se le dire gentiment, professeur d'université. On est à l'université de Bayonne devant un parterre de 300 personnes, et ce professeur d'université qui s'appelle Jean-Pierre Massias, qui prend la tête de la commission indépendante, nous dit publiquement, c'est un crime contre l'humanité. Et donc on se dit,
crime contre l'humanité, dans ces cas-là, il faut une justice d'exception. Alors, moi, je vois bien qu'on emploie les termes comme ça, mais là, pour le coup, c'est pesé, c'est quelqu'un qui travaille dans le droit, quand même, qui dit crime contre l'humanité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, crime contre l'humanité égale imprescriptibilité, égale on traduit toutes les personnes qui sont en lien avec ça, et pas égale commission, on va vous donner, en fait, de l'argent parce que ça correspond, en fait, au prix du silence. C'est insupportable, on se moque de nous. Les victimes parlent pour protéger les enfants. Et c'est ça, en fait, le message qui est porté. Ouais, c'est assez terrible. Et combien de bêta-rames en gestation, on va dire, où d'anciennes victimes commencent à prendre conscience de l'ampleur, à se réunir aussi, à se dire, bon, on va peut-être aussi, nous, passer à l'action, compte tenu de la libération de la parole? Vous savez, nous aujourd'hui, avec nos enfants, moi je suis en lien directement avec des victimes d'une vingtaine d'établissements sur le territoire national, vingtaine d'établissements privés. Alors c'est important, pourquoi privé? Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est particulier au privé, notamment à l'enseignement catholique, qu'on le veuille ou non. Bien sûr qu'il y a des violences dans l'enseignement public, mais il y a une place particulière de nos privés. Vous savez, le privé, ça serait la voie un peu noble pour que son enfant arrive, à avoir un bon métier plus tard. Ou ça serait aussi la case quand votre enfant en fait a une scolarité chaotique, etc. Vous dites allez, je mets dans le privé, machin. Donc culturellement, et d'ailleurs c'est intéressant si vous me permettez que ça arrive dans le Béarn, parce que avec Betaram, on est bien dans le Béarn. C'est aussi, au-delà de la terre de François Bayrou, c'est aussi la terre de Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu, il a quand même beaucoup produit sur la question de la reproduction, etc., etc. Donc, il faut qu'on arrête de reproduire maintenant. Il faut qu'on se dise vraiment, il faut agir et on peut arrêter de reproduire si et seulement si on a des politiques qui sont courageux et qui font des choses et qui sont pas dans le verbe, qui arrêtent de mentir, etc., comme pas possible. Et maintenant, avec des actions concrètes. Moi, vous savez, j'ai été entendu par la commission d'enquête. J'ai commencé par leur dire, attendez, il y a un rapport qui a été remis au président de la République en 2021 qui s'appelle le rapport Sauvé. On a dit 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, en 70 ans, 13 enfants par jour. On a dit 108 000 enfants victimes dans des établissements privés. Qu'a fait le président de la République? Rien. Qu'a fait l'Éducation nationale? Rien. Qu'a fait le ministre de la Justice? Rien. Qu'a fait le ministre de l'Intérieur de l'époque? Rien, parce que c'est le ministre des Cultes quand même accessoirement. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on découvre Betaram. Non, on découvre surtout que François Bayrou était en lien avec ça, et donc on se dit machin. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un risque derrière. Il y a bien, en fait, une affaire Betaram et il y a surtout une affaire, en fait, de la manière dont les enfants sont traités dans ce pays, mais qui était décrite ni plus ni moins dans le rapport Sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là-dessus, l'État failli, et même, je dirais même qu'il y a une faute lourde, en fait, d'Emmanuel Macron. J'emploie les termes, je les pèse. Quand on lui remet un rapport, on lui dit il y a 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église et qu'il ne fait absolument rien, contrairement à ce que d'autres pays ont fait, comme notamment l'Australie, la Belgique, etc., et bien d'autres, c'est une faute lourde, en fait, qui a imputé à l'État français et en premier chef à Emmanuel Macron. Et donc, moi, j'implore aujourd'hui le président de la République d'agir et de sortir du silence. Parce que le président de la République, aujourd'hui, il brille une fois de plus par son silence, alors qu'il devrait dire lui aussi qu'il était informé et qu'en 2021, quand il a reçu Jean-Marc Sauvé, qui était donc le vice-président du Conseil d'État et qui lui a remis, donc président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, il aurait dû agir et là, il n'a rien fait. Et donc, c'est un scandale sans nom et c'est vraiment inacceptable. Inacceptable, mais il y a aussi, au-delà de l'enseignement privé, c'est peut-être un problème avec tous ces métiers au contact d'enfants, puisque dans l'enseignement public, on a aussi une plainte qui va être lancée contre l'État, puisque c'était là encore une professeure lanceuse d'alerte, Marie-Pierre Jacquard, qui dépose plainte contre l'État, puisqu'elle avait alerté des faits pédocriminels d'un de ses collègues, Pascal V, professeur de français, qui s'est suicidé suite aux accusations. Ça, c'était dans un lycée public à Châlons-en-Champagne. Il y a aussi beaucoup d'omerta dans l'éducation nationale. Oui, mais regardez, prenez même l'affaire Le Squarnac à l'hôpital. Pareil. À l'hôpital, pareil. Ouais. Mais je veux vous dire ce qui manque. Ce qui manque, c'est très simple, en fait. Il faudrait qu'il y ait une obligation de résultat dans tous les lieux qui accueillent des enfants. Ça veut dire quoi? Si vous faites le parallèle avec le droit du travail, aujourd'hui, vous êtes employeur, vous avez des salariés. Vous avez une obligation de résultat en matière de santé au travail. Pourquoi est-ce que quand on accueille des enfants, il n'y a pas d'obligation de résultat en fait au niveau de leur sécurité, c'est-à-dire qu'ils visent à dire quelles actions concrètes j'ai mis en place pour lutter contre les violences. Et donc on pourrait imaginer que tous les établissements d'accueil des enfants, que ce soit des écoles, que ce soit l'hôpital, que ce soit les centres de loisirs, bref, l'église que vous voulez, les scouts, on peut tout imaginer, peu importe, liste évidemment toutes les violences, celles dont on parle tous les jours, le harcèlement, la discrimination, les violences sexuelles, enfin bref, le truc qu'on entend tous les jours parler et les gens ont l'impression de découvrir à chaque fois. Non, en fait, il faudrait lister et il faudrait dire évidemment qu'est-ce que vous avez mis en place pour limiter ces violences. C'est ça le sujet. On arrête de nous raconter des histoires. Non, eux, ils préfèrent dire ah non, moi je savais pas trop, en fait, j'ai vaguement entendu. On s'en moque de ça, en fait. Agissez, arrêtez. François Bayrou, je vais vous dire un truc. S'il voulait vraiment faire le truc bien, même s'il reconnaît pas les faits, j'en sais rien, au moins il devrait dire j'agis. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait rien, en fait. Il dit juste
Maintenant que t'es pas au courant, je découvre, c'est terrible. Il découvre, moi ça m'a rendu dingue quand je l'ai entendu parler, il découvre un océan, comment dire, inconnu, un continent inconnu parlant des violences sexuelles. Il a eu quand même 40 000 témoignages entre les 33 000 témoignages de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 6 500 par la SIAZ, et lui il découvre en tant que Premier ministre en 2025. Il faut voir que son gouvernement n'avait pas de ministère dédié à l'enfance, hein, donc déjà c'est un aveu. C'est un angle mort total de la politique en France. Non mais on est bien d'accord, sauf que François Bayrou il vient en France, on a eu MeToo, on a eu MeToo inceste, etc. Ouais. Donc ça veut dire que lui qui découvre quelque chose, c'est impossible. Rien que ça, c'est une ineptie, c'est d'une gravité sans nom de dire ça. Et c'est même une culture du déni et une violence supplémentaire pour les victimes qui parlent quand on a quelqu'un en fait qui a occupé de telles responsabilités, que ce soit dans son fief, dans le Sud-Ouest, ou que ce soit aujourd'hui, donc au niveau comment dire, en tant que Premier ministre, c'est inacceptable de l'entendre tenir de tels propos, c'est insupportable. Ouais. Et d'ailleurs, il se félicitait d'être le premier à avoir rencontré ces 200 victimes, où il a passé plus de 3 heures avec eux. C'était son moment de bravoure pour dire qu'il prenait à bras le corps ce sujet. C'est quand même assez hypocrite de sa part. Ah bah nous, on ne tarit pas de politiques qui aiment bien prendre des photos avec nous, il n'y a pas de problème. Par contre, on tarit de politiques qui agissent ou qui sont à nos côtés pour être en capacité de demander. Donc moi, on peut en saluer certains, on pourrait donner des noms, ça peut être intéressant. Ouais. Mais par contre, nous, ce qu'on va faire maintenant avec nos enfants, on va regarder, vous savez, les politiques qui votent, par exemple, contre l'imprescriptibilité, on va les nommer. On va dire, lui, par exemple, il a voté contre l'imprescriptibilité et on va leur demander des comptes. Pourquoi ? Parce que quand vous discutez avec eux, ils sont même pas foutus souvent de vous donner des arguments. C'est une opposition de principe, voire même parce que c'est pas quelqu'un de mon parti qui porte un projet de loi. C'est dans un truc lunaire, en fait. Non, même, c'est des discussions entre différents partis politiques qui sont pas d'accord. Enfin, je veux dire, l'enfance, c'est cause commune, en fait. Qu'on arrête à un moment donné de nous baratiner, quoi. On reviendra bien sûr sur cette commission d'enquête. Merci Arnaud Gallet d'avoir été avec nous pour parler de ce scandale Betaram, qui n'est pas que le scandale du Premier ministre qui ment, François Bayrou, mais surtout de cette maltraitance faite aux enfants. On en parlera à 13h avec les dysfonctionnements de l'ASE également. On va marquer une courte pause et se retrouver pour l'édito. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et on va parler d'argent public, parce que figurez-vous que nos chers élus, notre cher gouvernement, Amélie de Montchalin en l'occurrence, cherche quand même à faire des économies. Alors c'est pas les idées qui manquent, mais visiblement si, et elle a lancé quasiment un appel public. C'était à l'Assemblée, on l'écoute. Nous sommes ouverts évidemment à lire toutes les propositions. Si certains Français ont des propositions pour que nous réduisions efficacement la dépense publique, nous les regarderons. Ah, écoutez, je pense que certains Français, et vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous avez bien des idées pour réduire la dépense publique, ne serait-ce que réduire le nombre d'élus, députés et sénateurs par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Je rappelle que depuis 1975, pas un seul budget n'a été voté en équilibre par le Parlement français, qui ensuite nous explique qu'il faut travailler plus, alors que les impôts continuent d'augmenter, même si les ministres qui se succèdent essayent de ne pas les augmenter. C'est étonnant. Et puis ça travaille. Le Sénat, par exemple, a lancé le 5 février dernier une commission d'enquête pour scruter les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État. Alors là, c'est tout un programme. Faut savoir qu'il y avait 2 rapports qui datent de 2012, l'un du Conseil d'État, l'autre de l'Inspection Générale des Finances, qui avait essayé de savoir combien d'agences et d'opérateurs et organismes consultatifs de l'État existaient. Alors l'un avait recensé 103 entités et le second 1244, parce qu'en fait, l'État n'a pas de définition précise et aujourd'hui, personne ne sait vraiment combien d'agences existent et combien elles coûtent et ce qu'elles recouvrent. Alors, il y a bien des idées. 10% de ces 313 commissions et instances consultatives ne se sont pas réunies une seule fois, par exemple en 2022, comme l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers ou la commission consultative des polices municipales. Et donc l'idée, c'était Gabriel Attal, lorsqu'il était Premier ministre, qui avait dit si elles se sont pas réunies, ce serait bien de les dissoudre, puisque visiblement elles ne servent à rien. Le Conseil constitutionnel, les sages par exemple, qui sont payés 16 000 € par mois, il n'y a pas de loi qui stipule qu'ils doivent être payés
payer 16 000 €. La loi organique, c'est 6 500 €. Mais ils ont eu droit à une petite ristourne lors d'une loi qui a été votée en 2011, en plus bien sûr de leur retraite, puisqu'ils sont tous à la retraite, ces sages du Conseil constitutionnel, ou quasiment. Prenons le train de vie luxueux par exemple de l'ancien directeur de l'Opéra de Lyon, établissement financé à 80% par des fonds publics. Alors lui était payé avec un énorme salaire déjà, il avait des nuits d'hôtel dans des hôtels de luxe, des trajets en taxi alors qu'il avait une voiture de fonction, des cadeaux, des notes de frais, etc. Et puis bien la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes n'a rien fait, c'était en 2021. On ne parle pas bien sûr du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui cherche lui aussi à faire des économies, Laurent Wauquiez, et qui mangeait grassement aux frais du contribuable. Les frais de bouche justement, tiens, prenons un ministère comme celui des Outre-mer. Eh bien figurez-vous qu'entre mai 2017 et novembre 2020, il y a plus de 726 599 € qui ont été dépensés en frais de bouche. Ça fait 15 800 € par mois pour 10 à 15 conseillers. Voilà. Bon, alors vous allez me dire, c'est quand même pareil, on va pas faire des économies avec ça, mais on a le super logiciel de paye, vous avez oublié, c'était en 2007. Ça s'appelait l'ONP, l'opérateur national de paye, qui devait gérer la paye des 2,7 millions d'agents dans les ministères, un logiciel pour faire des économies, lancé en 2007, abandonné en 2014, qui a coûté entre-temps 346 millions d'euros. Voilà. Et puis, il y a la carte bancaire magique de France Télé. C'est le dernier scandale qui a été éventé. Certains cadres de France Télévisions avaient accès à une carte bancaire du CIC qui leur permettait d'effectuer 4 000 € d'achat par mois et 1 000 € de retraite d'argent liquide par semaine, qui était soi-disant réservé aux grands reporters, etc. C'était pour ces journalistes envoyés en reportage à l'étranger. Bon, France Télé s'est dit, bon, effectivement, il faut peut-être qu'on revoie cette carte magique. Le budget de France Télévisions, c'est un déficit en 2025 de 41,2 millions d'euros. Voilà. Alors, Amélie de Montchalin nous explique que, attention, les économies, c'est pas facile parce que derrière, on paye des services publics. Maintenant, je pense qu'il faut que nous ayons ensemble un discours de vérité. La dépense publique, elle sert les Français. Elle paye l'école, elle paye les hôpitaux, elle paye les policiers, elle paye les douaniers. Et donc, il n'y a pas de réduction de la dépense publique magique. Alors si, par exemple, prenons le cas de l'hôpital, je vais prendre que celui-là, mais on pourrait faire une émission en fait de 2 heures. Eh bien, figurez-vous que c'est le Canard enchaîné qui révélait ça en 2023. La PHP, premier groupe hospitalier français, avait passé un appel d'offres d'1 million d'euros pour les goodies que la PHP va distribuer dans les 38 hôpitaux franciliens qu'elle gère. Alors, au programme de ces goodies, des gourdes vintage, des mugs siglés, des cendriers de poche en aluminium, des médailles sportives avec tour de cou, des sacs en coton, des mousquetons promotionnels, des cartes à planter contenant des graines de fleurs. Et oui, et pour les patients, ils ne sont pas oubliés. Figurez-vous qu'il y avait des 2500 balles anti-stress qui étaient donc distribuées aux patients des urgences qui attendent parfois pendant des heures, des jours sur un brancard. Voilà où va notre argent. Moi, j'ai bien des idées quand même pour faire des économies et je pense que vous aussi, n'hésitez pas à nous le dire sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est le sénateur Alexandre Ouzil, sénateur PS de l'Oise. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien, merci. Vous êtes avec nous pour parler de la suite donnée au scandale des eaux contaminées, le scandale Nestlé Waters. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits qui sont assez graves, puisque la multinationale avait, avec l'aide de l'État, finalement masqué le fait qu'elle vendait de l'eau minérale qui n'en était pas? Alors les faits ils sont en effet assez simples à être rappelés. Si vous voulez, à partir de août 2021, Nestlé Waters vient devant l'État pour expliquer à l'État qu'il utilise des traitements illégaux interdits, des lampes à UV, des filtres à charbon, qui sont des traitements qui sont utilisés pour l'eau du robinet. Mais comme vous l'avez dit, l'eau minérale naturelle, elle est minérale et elle est aussi naturelle. Et donc c'est pas de l'eau traitée, c'est de l'eau qui vient de sources souterraines, réputées protégées. Et donc on se retrouve dans cette situation où cette chose-là n'est pas portée à la connaissance du public. Il a fallu attendre janvier 2024 et par voie de presse le fait que tout ça soit révélé. Donc le cœur du scandale c'est celui-là. Et puis ce qu'il y a dessous c'est quoi? C'est la question de la qualité de la source elle-même. En fait on se retrouve avec des eaux dans certains endroits. Ces traitements ils avaient pour but de purifier l'eau parce que il y avait des sujets sur la qualité de la ressource elle-même, sur aussi des questions de vétusté des infrastructures. Bref, voilà ce qui avait cours chez Nestlé.
Ouais. Et Nestlé, l'autre scandale dans le scandale, on apprend que Nestlé en fait avait tapis rouge dans tous les ministères au plus haut niveau de l'État pour couvrir ses agissements. Alors, pas pour couvrir justement, je peux pas dire les choses de cette manière. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il y avait des discussions à différents niveaux, avec des surprises aussi. C'est-à-dire que quand je rencontre, par exemple, Roland Lescure qui est auditionné, il nous explique que lui-même, ministre de l'Industrie, n'a jamais rencontré Nestlé. En revanche, Nestlé a été un certain nombre de fois du côté de l'Élysée, avec des rencontres régulières, avec des rencontres téléphoniques, avec des rencontres sur place, au sommet de Choose France, par exemple, avec Monsieur Köhler. Donc il y a eu une ligne directe, ça s'est clairement établi avec l'Élysée dans cette affaire, oui. Il y a eu une ligne directe. Encore une fois, c'est le nom d'Alexis Köhler qui ressort dans un scandale, et l'ex-secrétaire général de l'Élysée, qui va se retrouver à la tête de la Société Générale, refuse de venir témoigner devant votre commission d'enquête. C'est ça, si vous voulez, ça c'est ce qui est pour moi relativement incompréhensible, parce qu'il refuse de venir témoigner sur le fondement de la séparation des pouvoirs en s'appuyant sur l'irresponsabilité, article 67 de notre Constitution, du président de la République. Or, qu'est-ce qu'on constate? Plusieurs choses. D'abord, qu'il y a des conseillers partagés, notamment un qui s'appelle Monsieur Victor Blonde, partagés entre l'Élysée et Matignon, qui sont venus déposer. Donc il se peut que des conseillers politiques de l'Élysée viennent déposer. Ça a été fait dans le cadre de notre commission. Je ne vois pas pourquoi M. Köhler serait différent des autres. Deuxième élément, l'Élysée a accepté de nous transmettre 75 pages de documents qui relatent les rapports, les échanges de mails, les notes qui ont été produites. Je ne vois pas comment le fait de nous donner ces documents peut ne pas être couvert par la séparation des pouvoirs, et le fait de venir en discuter devant nous le serait. Donc il y a vraiment une incompréhension sur ce refus, un désaccord sur l'argument qui est mentionné de la séparation des pouvoirs, parce que si vous voulez, à ce compte-là, il suffit que tous les conseillers soient partagés avec l'Élysée et puis personne ne pourra venir devant des commissions d'enquête. Donc l'irresponsabilité, c'est celle du président de la République dans le cours de ses fonctions. Elle n'est pas extensible aux gens qu'il a autour de lui, sinon ça ne veut plus rien dire. Ouais. Mais pourquoi il évite cette commission d'enquête, Monsieur Köhler? Écoutez, moi je veux pas faire des hypothèses trompeuses. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, on avait beaucoup de questions à lui poser. On avait beaucoup de questions à lui poser. On avait notamment le fait que l'Élysée, de manière établie, est au courant du scandale à partir de la mi-2022, et donc à partir de ce moment-là, il y a la possibilité de révéler des choses aux Français dans ce dossier. J'avais des questions à lui poser sur un certain nombre de données qui sont remontées dans des notes de l'Élysée. L'Élysée, dans ses notes, on parle de risque virologique. Or, Nestlé nous assure qu'il n'y a jamais eu de risque viral, alors que dans ces notes, ces questions sont évoquées. Donc, si vous voulez, on avait des questions et puis des questions de mise sous pression potentiellement de l'État par rapport à l'emploi local. Enfin, on avait beaucoup de questions à lui poser, puisque, je vous le dis encore une fois, finalement, c'est du côté de l'Élysée qu'il y a eu le nombre d'échanges quasiment le plus fourni dans tout l'appareil d'État. Et puis, quand même, dans cette commission, on a toute une question des dysfonctionnements. Si vous voulez, on a l'impression que l'État local est ensablé. Les ARS sont prévenus très tard du scandale. Il y a même une ARS en Occitanie, pour vous raconter, où c'est pas l'État qui est prévenu, mais c'est Nestlé qui vient les prendre par la main en leur disant tenez, on va vous montrer comment on a fraudé pendant des années. Maintenant, on a arrêté, mais on va vous montrer comment on a fraudé. Vous voyez, c'est quand même, alors que l'État est au courant depuis 2021, 14 mois plus tard, c'est Nestlé qui les prévient et non pas l'information qui est redescendue. Donc tout ça, on avait aussi envie de poser toute cette question sur la manière dont l'administration a aussi fonctionné, parce que le boulot d'une commission d'enquête, c'est aussi de faire le contrôle de l'action publique. C'est ça qu'on essaye de faire. Mais on voit bien que c'est difficile, qu'il y a beaucoup d'entraves. Est-ce que vous avez des moyens juridiques de le faire venir témoigner ? Alors, il encourt un risque, il encourt pénalement un certain nombre de choses. Il encourt, j'ai plus les termes exacts, excusez-moi, de ça, mais il encourt des peines d'amende et aussi des peines de prison. Mais on n'a pas de moyens juridiques, si vous voulez, autre qu'en effet, il peut être lui sanctionné pénalement. Ce qu'on a fait, nous, on a fait deux choses, si vous voulez. Un, ce qui était en notre pouvoir immédiat. On s'est engagé à publier l'ensemble des documents vis-à-vis du public. Vous ne voulez pas venir parler de ces documents, et ben tout le monde y aura accès en public, en ligne sur le site du Sénat. On fera ça. Deuxième élément pour moi qui est essentiel, c'est que
moi, pour ma commission d'enquête, si vous voulez, une commission d'enquête, ça dure maximum 6 mois. Après, vous disparaissez, c'est comme ça, les textes sont écrits comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, je ne vais pas pouvoir auditionner Alexis Kohler. En revanche, pour les suivants, je veux que les textes y soient clairs. Donc, il y a une ordonnance de 58 qui est mal écrite, qui permet donc d'arguer de la séparation des pouvoirs pour ne pas venir. J'ai été, juste pour vous dire aussi, cette commission, elle a duré 5 mois. Il ne s'est pas passé un mois sans que j'ai reçu un courrier de Nestlé me disant que je n'avais pas de légitimité à exister, que cette commission n'avait pas lieu d'être, etc. Je veux qu'on conforte le Parlement dans son rôle et dans son action de contrôle. Donc je vais proposer dans le rapport aussi, ça déborde un peu le sujet des eaux, mais je vais proposer qu'on conforte l'ordonnance de 58 pour qu'on sorte de ça avec ceux qui viennent pas, ceux qui vous disent que vous n'avez pas lieu d'exister, etc. Ça, c'est pas acceptable. Oui, c'est un peu trop facile, effectivement, de se cacher derrière cette irresponsabilité du président de la République et ensuite de faire tout ce qui est possible et imaginable à l'Élysée. On va marquer une courte pause, monsieur le sénateur, et on se retrouve dans un instant pour parler plus en détail de ce scandale des eaux Nestlé Waters. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est le sénateur de l'Oise, Alexandre Ouzil, pour parler de ce scandale Nestlé Waters, avec votre commission d'enquête qui va prochainement rendre ses conclusions. Quels ont été les principaux dysfonctionnements que vous avez pu voir lors des différentes auditions ? Écoutez, donc là, moi, je suis en train de finaliser les choses. Il me reste en fait un mois pour le faire, puisque le rapport sera rendu à la mi-mai. Ce que je peux dire, pour moi, sur les différents points qui m'ont le plus marqué, mais il faut me laisser le temps d'aller au bout pour les recommandations. Le premier point, c'est la question de la qualité de nos ressources en eau et de leur protection. Vous êtes dans une situation où vous avez une détérioration de la qualité de ces ressources qui sont réputées protégées. Et donc, comment on fait face, comment on protège ce qu'on appelle les impluviums, qui sont les zones, si vous voulez, où l'eau percole dans le sol et s'infiltre et puis qui ensuite produit de l'eau minérale naturelle. Donc on a tout le sujet de la protection de la ressource sur lequel il y a eu des défaillances, puisqu'aujourd'hui, dans les Vosges, il y a 4 puits sur 8 qui sont fermés chez Nestlé. Dans le Gard, il y a un rapport des hydrogéologues qui vient de sortir qui dit que dans 4 ou 5 puits sur les 8, la pureté originelle ne peut plus être garantie. Donc ça veut dire que l'eau n'est plus pure à l'origine, ce qui est un des critères fondamentaux de l'eau minérale naturelle. Donc vous avez ce point-là. Ensuite, vous avez l'attitude de l'industriel. Moi, je me suis retrouvé, alors il y a eu un changement d'attitude dans la dernière audition, ce qu'on appelait nous l'audition de la dernière chance. On a convoqué le patron de Nestlé tout court, c'est-à-dire Nestlé dans l'ensemble du monde. Mais avant ça, on a eu les patronnes successives de Nestlé Waters qui se muraient dans le silence, toutes les personnes interrogées qui venaient avec leurs avocats, ce qui n'est pas du tout la pratique en commission d'enquête, et il n'y a que Nestlé qui a fait ça dans cette commission, qui était dans le silence, et avec des questions qui sont toujours en suspens. Nous, on leur dit, mais depuis combien de temps il y a eu une triche ? Combien de temps tout ça a duré? Parce que l'estimation minimale de l'autorité de la Direction générale de la répression des fraudes, c'est une estimation minimale d'un montant de 3 milliards d'euros de fraude. C'est énorme. Vraiment c'est des montants qui sont des fraudes aux consommateurs qui sont colossaux. Ensuite, les sujets, c'est pourquoi le consommateur a été le grand absent de cette affaire. C'est-à-dire que pourquoi l'État, quand il est mis au courant en 2021, il ne décide pas de faire une information digne de ce nom auprès du public, quitte à ce qu'on peut faire, c'est-à-dire déclasser des eaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de la vendre sous l'appellation eau minérale naturelle. Ils peuvent la vendre, ce qui d'ailleurs ils vont commencer à faire un certain nombre de cas chez Perrier. Maintenant il y a une nouvelle marque qui s'appelle Maison Perrier. Maison Perrier, c'est plus de l'eau minérale naturelle, c'est autre chose. Fou. C'est de l'eau traitée. Donc ils contournent l'appellation d'une certaine façon pour faire de l'eau non minérale. En tout cas, il faut que le consommateur le sache. C'est-à-dire que Maison Perrier, c'est pas Perrier. Perrier, c'est encore une eau minérale naturelle, même s'il y a des débats aujourd'hui en cours sur, je vous disais, la qualité des eaux. Mais en tout cas, Maison Perrier, ils savent que ça n'en est plus. Mais aujourd'hui, si vous voyez, il y a en effet cette question-là qui est posée. Ensuite, il y a les services de l'État. J'évoquais le sujet, la lenteur. Qui a eu cours, la torpeur presque, j'ai envie de dire, des ARS qui ont réagi différemment. Il y a une ARS, une directrice d'ARS, il faut lui rendre hommage, qui, quand elle a su les faits, a fait un article 40, un signalement au procureur, qui a mis en place un contrôle sanitaire renforcé. De l'autre côté, il y a un directeur général d'ARS qui n'a pas fait d'article 40, qui a tardé à mettre en place un contrôle renforcé par rapport à ce qui s'est passé dans les Vosges. Donc voilà, il y a eu des dysfonctionnements aussi dans la manière dont l'État agit. Et puis la question politique, par exemple, dans notre affaire, il y a un rapport à un moment de l'inspection générale des affaires sociales qui est commandé. Le fait de publier ou non un rapport est une décision
ministériel d'un ministre, et on sait que ce rapport, qui est d'ailleurs demande plus de transparence dans le secteur, lui-même ce rapport n'est pas publié, et aujourd'hui je cherche à comprendre quel est le ministre qui a demandé la non-publication de ce rapport. Je n'ai pas la réponse par exemple à cette question, vous voyez, alors on se parle. Donc vous voyez, il y a tout ça, il y a tous ces dysfonctionnements à la suite, et on va évidemment faire des propositions, des recommandations pour essayer de parer à un nouveau scandale Nestlé Waters. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que là vous faites état de tous les dysfonctionnements dans la chaîne de l'État, mais avant ça, une proximité aussi d'Emmanuel Macron avec Nestlé, puisqu'il a été le banquier, lorsqu'il était chez Rothschild, de Nestlé, qui avait racheté la division nutrition de Pfizer, ce qui lui a permis d'être millionnaire. À l'époque, d'ailleurs, le patron de Nestlé lui avait proposé un poste à la direction de Nestlé France qu'il avait décliné. Donc cette proximité-là de Macron avant qu'il soit le candidat et le président pose question aussi. Alors moi je vous laisse ces propos-là parce que je n'ai rien dans le dossier qui m'a été transmis qui me permet d'établir un circuit direct avec le président de la République. Donc je n'ai rien qui me permette de le caractériser, et je veux être droit dans mes bottes dans la manière dont je construis ce rapport. Donc voilà, vous signalez cet environnement de fait. Ce que je peux vous dire moi et ce que je sais, c'est que le dossier a fait l'objet d'un traitement à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il a été suivi, c'est-à-dire que voilà, ça je peux vous l'affirmer avec certitude. Pour le reste, Monsieur Poulain, je vous laisse vos propos et les rapprochements que vous faites, vous en avez le droit. Voilà. J'espère bien. Et vous, je sais que vous êtes en qualité de sénateur avec une parole tenue et un rapport qui doit être inattaquable. En l'occurrence, quelles vont être les suites de ce rapport? Est-ce qu'on va avoir davantage d'études sur les différents puits d'eau minérale? Est-ce qu'on va avoir aussi une revue des ARS? Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport? Les suites de ce rapport, ça va être déjà en effet de proposer des évolutions du système de contrôle pour qu'il ne soit pas fragilisé, embourbé comme il a pu l'être. Les suites de ces rapports, ça va être aussi de réfléchir à comment on protège mieux nos eaux et nos eaux minérales. Quand même, propos terrifiants tenus par Monsieur Salomon, qui est venu devant nous à un moment, qui a été auditionné dans ce dossier, qui nous dit dans les 5 ans, ça déborde l'eau minérale naturelle, mais qui nous dit dans les 5 ans, dans les grandes villes françaises, il y aura un moment, un épisode où il n'y aura plus d'eau au robinet parce que la qualité sera plus au rendez-vous. Vous imaginez une situation dans une grande ville où, parce qu'il y a un épisode de sécheresse ou des questions de qualité, vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a plus d'eau au robinet. Voilà, donc c'est aussi ça qu'on doit demain réussir à parer. On a déjà ça à Mayotte, à la Guadeloupe, dans les dom-toms. C'est déjà une situation extrêmement chaotique pour ce qui est de l'eau publique. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a eu tout un sujet qui est venu dans la commission que nous n'attendions pas, qui était la question de Mayotte, parce que si vous voulez, l'État a des stocks stratégiques d'eau en bouteille, mais la manière dont il les transporte peut poser des difficultés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des transferts avec le milieu, et on sait qu'à Mayotte, il y a eu des cas où l'eau, les stocks stratégiques de l'État qui ont été envoyés posaient problème du point de vue qui sentait l'essence, etc., etc., donc qui ont été ensuite retirés. Donc vous voyez qu'il y a aussi la question de comment on gère nos stocks stratégiques, comment on gère la question de l'eau, donc il y a tout ça aussi qui était au cœur de cette commission. Et la qualité de l'eau, donc aussi du robinet, puisque de plus en plus d'études sur notamment les polluants éternels, les différents pesticides, on se rend compte que l'eau du robinet, même si elle est consommable, parfois peut être délicate, enfin dépasser certains seuils. Et là, est-ce qu'il y aura aussi une enquête ou quelque chose de ce côté-là? C'est pas dans le périmètre à proprement parler de la commission d'enquête, puisque vous savez, quand on définit une commission d'enquête, on met un périmètre. Le périmètre, c'est le scandale des eaux minérales naturelles tel qu'il nous était réveillé. Je ne pouvais pas faire quelque chose sur tout le secteur de l'eau, c'était bien trop vaste par rapport au temps qui était le nôtre. Mais en revanche, il y a des recommandations qu'on aura qui s'appliqueront, et vous avez raison de souligner que la question des PFAS, aujourd'hui il y a une liste de PFAS mais qui est limitée, il y a des seuils qui sont anciens, donc il faut sans doute avoir un questionnement sur les seuils, voilà, donc tout ça c'est ce qu'on a devant nous sur la qualité de l'eau qui est quand même, si vous voulez, moi l'eau minérale naturelle c'est aussi en tant que parent que je m'en suis saisi. J'ai des enfants en bas âge, et moi on me dit que pour mes enfants en bas âge il faut que je leur donne de l'eau minérale naturelle, et si on me dit que l'eau minérale naturelle en fait n'en est pas. il y a des questions qui se posent, évidemment que c'est aussi un problème de ce point de vue-là. Donc voilà, pour vous dire un petit peu tout ce qui a animé le travail qu'on a fait sur cette commission. Au-delà de Nestlé Waters et ses malversations, est-ce qu'il y a quand même des pratiques qui sont à souligner du bon côté des choses auprès des sources et des autres marques d'eau minérale naturelle?
il y a en effet quand même, et même dans une certaine mesure sur certains points chez Nestlé, il y a quand même la volonté d'essayer de protéger la ressource. Moi, j'ai été visiter 3 sites d'embouteillage. J'ai été donc dans le Gard, j'ai été à Évian, j'ai été aussi chez Alma Source et donc dans ces usines-là. Donc oui, il y a quand même tout un travail qui est fait pour protéger la ressource, parce que malgré tout, il y a aussi un intérêt patrimonial, parce que si cette ressource n'en est plus une, vous voyez la situation dans laquelle se retrouve Nestlé, de ne pas être parvenu à avoir cette eau de qualité et d'être pris la main dans le sac sur les traitements illégaux qu'elle a pratiqués. Donc oui, il y a quand même des gens qui font attention à la manière dont ils gèrent leur impluvium, qui se posent la question de qu'est-ce qui est bâti, comment on bâtit sur des zones comme ça, essayer de garder le maximum de prairies, le minimum des zones aussi forestières. Bref, des systèmes sur le sol qui permettent que l'eau soit de qualité à la fin. Voilà, c'est aussi tout ça l'enjeu. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Alexandre Ouzil, à la tête de cette commission d'enquête sur le scandale des eaux contaminées. On va marquer une courte pause et se retrouver pour la deuxième partie de l'émission où on va parler de l'aide sociale à l'enfance, la fabrique du malheur, selon Claude Ardide, grand reporter qui publie ce livre aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite sur Sud Radio. Merci Rémi André. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et notre invité est Claude Ardide, grand reporter, auteur de La fabrique du malheur aux éditions de l'Observatoire. Cette fabrique du malheur, bonjour. Claude Ardide, c'est l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. On en entend tout le temps parler dans les médias pour des scandales de maltraitance, prostitution des mineurs, suicide, des enfants mal suivis. Et là, ce livre sort concomitamment à la commission d'enquête sur l'ASE, qui a rendu son rapport cette semaine. Quelles sont les grandes conclusions de ce rapport ? Bon, d'abord, les grandes conclusions, c'est que c'est un rapport qui fait quand même 592 pages, avec 92 préconisations, c'est-à-dire de solutions. C'est un rapport qui tape fort quand même, parce qu'il parle de scandale, il parle de gouffre, c'est-à-dire comme si l'ASE s'était précipité dans un puits sans fond. Et ensuite, il préconise notamment de pouvoir contrôler régulièrement les conseils départementaux qui gèrent, ce qui est quand même un comble, qui gèrent les structures de l'aide sociale à l'enfance, de contrôler régulièrement les structures de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire les foyers, les familles d'accueil, les maisons d'enfants à caractère social qu'on appelle les MECS, qui sont théoriquement, je dis bien théoriquement, visiter régulièrement, mais en fait, tous les 2 ans. Mais en fait, c'est très très rare, et c'est pour ça d'ailleurs que on tombe sur des affaires de maltraitance régulièrement. Elle préconise aussi, cette commission, quelque chose qui paraît tellement simple et qui est d'ailleurs préconisé depuis des lustres par d'autres commissions, la loi Taquet de 2022, la loi de 2016 et d'autres préconisations d'associations notamment. Préconise aussi le parcours individuel de chacun des enfants. Parce que vous avez des enfants qui rentrent dans une famille d'accueil quand ils ont 4 ans, 5 ans, puis d'une famille d'accueil, ils passent à un foyer, puis d'un foyer à un autre foyer, puis comme ils fuguent, on les retrouve dans une autre famille d'accueil, etc. En fait, on ne sait jamais où sont ces enfants. Alors, on les appelle des incasables, on les appelle des invisibles. Là, pour le coup, ils disparaissent complètement des radars de l'aide sociale à l'enfance. Donc, la préconisation essentielle, c'est de dire, on suit les enfants, mais pas simplement pour savoir où ils sont, dans quelle famille, dans quel foyer, dans quelle maison à caractère social, mais aussi on les suit au niveau de leur santé, parce que le grand paradoxe, c'est que ces enfants, on n'a aucun suivi médical de ces gosses. Que ce soit des enfants de 4-5 ans, que ce soit des adolescents, que ce soit des filles ou des garçons, finalement, au niveau de leur santé, aussi bien physique que psychologique, que mentale, on ne sait rien. Donc, vous avez parfois des enfants qui entrent à l'ASE quand ils sont nourrissons, qui en sortent à 18 ans quand ils sont majeurs, et on ne sait rien de ces personnages-là, comme si c'était des fantômes, des zombies de l'aide sociale à l'enfance. Donc la préconisation essentielle, c'est de dire on les suit. Et puis surtout, il y a une préconisation, parce qu'il se trouve que je suis resté très proche de certains gamins qui ont été victimes de violences, on en parlera, je suppose, les enfants de Châteauroux, qui ont été victimes d'atrocités et qui ont révélé justement les maltraitances dont ils avaient été les victimes, c'est que maintenant, on doit en être aussi au stade de la réparation. C'est-à-dire que ces gamins-là, mais je dis tous les gamins, là je parle des gamins que je connais de Châteauroux, ce que j'appelle dans le livre la bande des 7, ces gamins-là, aujourd'hui, ils sont tous majeurs,
Ils sont tous dans des situations sociales, psychologiques, psychiatriques. Ils n'ont pas de logement, ils ont du boulot, mais c'est très délicat. Alors, ils sont formidables, ils sont même parfois géniaux parce qu'ils ont un besoin d'amour, d'affection qui vous offrent. Et en échange, vous leur donnez aussi beaucoup. Mais ces gamins-là, ils n'existent pour personne. Donc, quand je discute, j'étais sur un autre plateau, notamment avec Lies Loufoque, qui est un enfant placé, etc. Et les gamins m'ont appelé, les gamins de Châteauroux m'ont appelé hier soir en me disant « Claude, parle de réparation ». Parce que la réparation, nous, on en a besoin. On a souffert pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans, etc. Mais qu'est-ce qu'on devient aujourd'hui ? On n'existe pour personne. Mais surtout donc là, la commission travaille là-dessus. La sortie aussi de cette aide sociale à l'enfance où on se retrouve à 18 ans à la rue avec un sac poubelle et ses affaires dedans et il n'y a aucun suivi. C'est effectivement beaucoup de profils d'ailleurs finissent SDF ou bien rentrent dans des filières de prostitution. Enfin, il y a un vrai lâchage à partir de 18 ans, même si déjà pendant le parcours à l'ASE, on a l'impression que c'est un parcours extrêmement chaotique pour beaucoup. Alors, ce sont des parcours qui sont chaotiques, je pourrais vous en parler pendant des heures, parce qu'on a, hélas, on a encore discuté hier avec des gens de l'intérieur de l'aide sociale à l'enfance qui m'ont beaucoup informé en prenant des risques, avec des gamins, etc. Vous avez un taux de prostitution chez les gamines de moins de 15 ans. Là, on parle pas de 15-18 ans, de moins de 15 ans. On a sorti une Nadège Hubert un bouquin précédemment, il n'y a pas très longtemps, sur la prostitution des mineurs. Quand on enquête à Marseille, on fait 5 jours à la brigade Proxo, ça s'appelle comme ça, brigade proxénète de Marseille, et entre guillemets, on a eu de la chance, parce qu'on tombe sur 3 gamines prostituées qui ont 13 et 14 ans, qui sont des gamines issues de l'aide sociale à l'enfance, alors qui fuient, qui sont dans le déni, qui imaginent qu'elles vont pouvoir s'en sortir en gagnant beaucoup d'argent, qui sont dans l'ultra-consommation en permanence, mais ce sont des victimes. Et puis après, non seulement elles sont victimes, mais en plus elles sont victimes de viol, puisqu'elles ont moins de 15 ans, et que quand un client les paye pour avoir une prestation sexuelle, c'est un viol. Et on a affaire aussi à 2 proxénètes qui sont auditionnés par les enquêteurs de la brigade des mineurs qui ont 15 ans et 16 ans. Donc eux aussi sont mineurs. Donc oui, qui sont aussi mineurs. Et d'ailleurs, eux aussi, ils ont été placés en garde à vue pendant 96 heures. Et donc, pour proxénétisme aggravé, au début, ils font les fanfarons, y compris d'ailleurs les gamines qui sont victimes. Non, c'est pas moi, oui, c'est moi, mais je fais ça pour m'amuser, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, les prédateurs à Marseille rôdent autour des foyers de l'aide sociale à l'enfance ou à la gare Saint-Charles quand ils récupèrent des fugueuses qui viennent d'autres foyers de l'aide sociale à l'enfance et qui d'autres villes, et ils les placent immédiatement sur leur emprise. Et quand on passe au stade au-dessus, quand on va dans les couloirs du tribunal de Marseille, à la fois pour assister à des audiences de l'aide sociale à l'enfance, enfin des juges pour enfants pour l'aide sociale à l'enfance et en même temps pour la protection des mineurs, on tombe sur des juges et sur la chef du parquet mineur, Agnès Rostocker, qui a créé une cellule de lutte contre justement la protection des mineurs au sein de l'ASE, mais pas que de l'ASE. Elle me dit, mais Claude, l'immense majorité des foyers de Marseille, donc de la grande métropole, sont des centres de recrutement de prostituées mineures. Et donc, quand la parole vient de quelqu'un qui a un poste très élevé au sein du tribunal judiciaire, vous ne pouvez la croire. Et donc, nous, on a planqué, on a passé des heures devant certains foyers et on a vu. Mais vu ça. Que fait la police alors ? Alors, le problème, si vous voulez, c'est que c'est toujours la même histoire. Dans un livre précédent là, sur la brigade des mineurs, les flics aujourd'hui ne prennent plus aucun risque. Ils travaillent beaucoup, notamment quand il s'agit de prostitution, de maltraitance, etc. Le comble du comble. Et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est que quand on voit ces gamines sortir des foyers de l'aide sociale à l'enfance à 23 heures, que vous voyez 2 bolides, une Mercedes, une Audi, avec 3 mecs à bord, qui sont des proxénètes. Que vous voyez ces enfants, elles ont, encore une fois, 13-14 ans, qui sont pomponnés, qui ont mis des fossiles, qui sont coiffés, elles ont des jupes courtes. Elles montent dans ces voitures-là, et elles disparaissent pendant 24 heures, 48 heures. Bon, nous, on a essayé de les suivre, ma petite voiture. On n'a pas réussi, parce qu'ils ont semé, ils ont compris qu'on était là pour essayer de les choper. Et puis, elles reviennent 3 jours après. Et donc là, le personnel de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire la directrice, que je rencontre pour lui raconter ce que moi j'avais vu, elle me dit, mais Claude, nous on peut rien faire. Ces gamines, si elles sortent, elles sortent. On n'a pas le droit de rétention, on n'a pas le droit de sortie.
de les retenir. On n'a pas le droit de fermer même les portes. Mais ce qui est grave ici, mais pas simplement d'ailleurs pour la prostitution, c'est qu'à partir de 22h jusqu'à 6h du matin, il n'y a pas d'éducateur au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Vous avez ce qu'on appelle un concierge de nuit. Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. La plupart du temps, d'ailleurs, nous on l'avait vu à Marseille, il a son casque sur les oreilles, il joue aux jeux vidéo, les gamines elles sortent, elles lui font un coucou. D'ailleurs, on est allé le voir après le concierge, il m'a dit, mais moi je suis là au cas d'incendie, d'un accident, une fuite d'eau. Simplement pour le bâtiment, pas pour les enfants qui sont dans le bâtiment. Ouais. Et donc la Marion, que je cite dans un précédent livre, mais après dans d'autres passages de La Fabrique du Malheur, tous nous disent, mais nous, on n'a pas le droit. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est recevoir les gamines quand elles reviennent, faire des visites médicales, des visites gynécologiques, parce qu'on sait qu'elles sont en souffrance. Et donc, je vais voir mes copines enquêtrices de la brigade des mineurs, je leur dis, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on arrive après la bataille. Parce qu'on sait qu'on peut choper les proxos si jamais ils commettent un délit pénal, mais ces gamines, on ne peut pas les arrêter. Donc, tous les flics de France aujourd'hui, ceux qui s'occupent de la prévention de la délinquance, de la protection, souhaitent qu'il y ait une loi qui soit votée et qui dise à partir de 22h, on ferme. Oui, tout simplement. Et puis, alors, après, c'est très compliqué. Parce que elle pourrait sortir avant, il y aurait toujours des moyens de contourner tout ça. Mais c'est très compliqué en même temps, parce que nous, on a interrogé, c'est ce qu'on raconte dans le livre, on a interrogé ces gamines et ces gamins-là, ils sont quand même infernaux, ils sont intenables. Et donc, il y a une gamine qui me dit, mais moi, si tu me fermes la porte, je sors par la fenêtre, si tu fermes la fenêtre, je sors par la cheminée. Et donc, parce qu'ils sont dans une espèce d'ivresse, une espèce d'inconscient, puis ce sont des ados, après. Et donc, quand on voit ça, on se dit, les flics, on a discuté avec la rapporteure de la commission parlementaire, les flics, on leur dit, faites des tournées de la BAC devant les foyers. Mais bon, quand vous avez 70, 80 foyers à Marseille, je sais pas combien à Paris, et qu'on va demander aux flics de faire alors qu'ils ont autre chose à faire pour essayer de choper des jeunes filles dont on sait en plus qu'elles ne pourront pas être arrêtées, c'est la quadrature du cercle. On va marquer une courte pause et se retrouver avec vous, Claude Ardite, pour parler de La Fabrique du Malheur, le scandale de l'aide sociale à l'enfance. À tout de suite sur Sud Radio. Sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec le journaliste Claude Ardite, auteur de La Fabrique du Malheur, le scandale au cœur de l'aide sociale à l'enfance, aux éditions de l'Observatoire. Une enquête qui met la lumière sur les graves dysfonctionnements de cette aide sociale à l'enfance, avec notamment au cœur du livre ce procès de Châteauroux, qui a été un procès qui a montré au grand public ce qui se passait réellement et ces vies brisées, totalement ignorées par ceux qui devaient les protéger. Alors, quand on est arrivé à Châteauroux, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Vous savez, un procès en correctionnel, c'est comme une pièce de théâtre avec... ça se termine toujours en général par une tragédie, mais on ne pouvait pas imaginer que ça allait être aussi grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez... 3 avocats, Jean Sagnier, Pauline Loira et Myrène Benayoun, ont réussi un exploit. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, les 3, avec l'association Innocence en danger d'Omer Cellier, de trouver ces gamins qui avaient complètement disparu depuis 2017, c'est-à-dire quand ils avaient connu qu'étaient les familles d'accueil de Châteauroux, ou de l'Indre, ou de la Haute-Vienne, ou de la Creuse, etc. Donc on les retrouve. Et c'est 7 gamins qui s'étaient pas revus depuis des années, se retrouvent d'un coup sur le banc des parties civiles. Ils étaient juste devant moi, ils étaient serrés les uns contre les autres, il y avait 3 filles et 4 garçons, et ces gamins-là, on s'est dit à un moment donné qu'ils allaient créer quelque chose d'assez exceptionnel parce que leurs avocats les recevaient tous les soirs, et j'étais avec eux d'ailleurs, ils débriefaient et préparaient leurs déclarations et leurs auditions. Et vous aviez, c'est là où c'était exceptionnel, vous aviez sur le côté évidemment les bancs des prévenus, vous aviez 2 familles qui étaient les créatrices de l'association Enfance et Bien-être, qui avaient cherché des familles d'accueil pour recueillir pendant 5-6 ans une centaine de gamins, qui étaient dans le déni absolu. Qui avait créé l'association qui s'appelle Enfance et Bien-être, quand même, ce qui est un comble, et dont on se rend compte très très vite, et je le raconte dans le livre, qui vont chercher des familles d'accueil qui ont été exfiltrées du département du Nord, que l'aide sociale à l'enfance et le Conseil général du Nord n'ont jamais accordé d'agrément aux familles qui recevaient les enfants.
Et que quand on essaye de comprendre à plusieurs reprises pourquoi le conseil départemental, pourquoi l'ASE du Nord n'ont pas fait leur boulot, pourquoi ces familles n'avaient pas d'agrément, pourquoi ces familles n'avaient pas de formation, pourquoi ces familles, tenez-vous bien, parmi 2 familles, il y avait des agresseurs sexuels, c'est-à-dire que l'ASE n'a même pas essayé de voir si elles avaient un degré d'honorabilité suffisant pour pouvoir recueillir ces enfants. Donc il y avait 2 personnes qui avaient été agressées. Donc on est au cœur d'une pièce de théâtre avec quelque chose qui est scandaleux et que je n'arrive pas à comprendre, et que d'ailleurs les avocats n'ont pas réussi à comprendre, et je vous dirai pourquoi après. C'est que l'aide sociale à l'enfance, ni le conseil départemental ne sont sur le banc des prévenus, alors qu'ils sont responsables de la situation. Et à la pire des limites, et je l'ai dit à un président du conseil départemental, ça a un peu chauffé sur un plateau, pourquoi ils ne se sont pas portés pour le moins partie civile ? Pourquoi ils n'ont pas accompagné les enfants, puisque ces enfants sont majeurs? Pourquoi ils auraient pu dire, bon ben voilà, on a fauté, on a fait une gaffe, on n'a pas fait notre boulot, ils sont passés à travers les mailles du filet, pourquoi pas, on reconnaît ces erreurs. Et là on dit, bon on va les accompagner, on va leur payer au moins le gîte et le couvert pendant toute la durée du procès, 5 jours, on va les accompagner, etc. Ils sont même pas là. Et d'ailleurs, le président du conseil départemental du Nord, quand il va être entendu par Isabelle Santiago à la commission parlementaire, il va dire, mais nous on n'était pas au courant. Bon, et donc, personne n'est jamais au courant, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que le conseil départemental, direction de l'ASE, tous les échelons administratifs se renvoient la balle. Oui, mais ce qui est dramatique, c'est que certaines familles d'accueil, qui pour le coup, certaines d'entre elles ont fait le boulot, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment accueilli les enfants parfois le reconnaissaient. Il y en a qui ont fait des actes absolument dégueulasses. Mais ces mêmes familles ne savaient même pas qu'elles auraient dû avoir un agrément, qu'elles auraient dû être formées, etc. Mais ça va plus loin, d'ailleurs, dans le rapport de la commission, elles le disent. On les a placés, ces enfants, pour faire soi-disant des parcours de rupture dans des fermes, dans des endroits qui sont très bucoliques, autour de Châteauroux, de la Creuse, de Guéret, etc. Vous tapez sur Google, et c'est ce qu'a fait Isabelle Santiago, c'est tout bête, vous tapez sur Google ferme à tel endroit, ben la ferme n'existe pas. La ferme n'existe pas. C'est une maison comme une autre. Et donc, déjà, ils mentaient même dans le principe de l'action. C'est-à-dire, on va les mettre dans des endroits, on voit les chevaux, les poneys, les animaux. Pas du tout. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien. C'était des appartements ou des maisons comme les autres, etc. Ouais, et une de ces enfants de l'ASE explique qu'elle n'avait pas le droit de dormir dans la maison. Elle dormait dans une caravane, de faire ses besoins à l'extérieur. C'est incroyable parce que là, si vous voulez, quand les enfants témoignent, enfin, je dis les enfants, bon, ils ont maintenant entre 19 et 23 ans. C'est le jeudi. Dans la salle, il y a 20-25 journalistes. C'est-à-dire qu'il y a toute la presse audiovisuelle, toutes les chaînes d'infos, il y a Le Monde, Libération, il y a France Info, il y a tout le monde. On est sidéré par les propos qui vont être tenus. Et donc, on sait tous qu'on va en prendre plein la tête. On le sait. Moi, je me mets à côté d'une psychiatre qui me dit, moi, t'inquiète pas, j'ai l'habitude des souffrances des enfants. Je pleurerai pas. Donc reste à côté de moi, je te tiendrai la main et tu pleureras pas parce que c'était quand même lourd. Au moment où les enfants, notamment Angelina et Maëva, les 2 gamines, commencent à témoigner et qu'elles racontent les souffrances qu'elles ont vécues, la psychiatre se met à pleurer, je me mets à pleurer, je regarde mes confrères de la presse, tout le monde pleure. Et là, je l'ai dit, je suis dans la trajectoire de la procureure de la République, qui est une jeune magistrate. Elle est debout, elle est accrochée à son pupitre et on voit les larmes qui tombent. Elle pleure pendant les témoignages des gamines. Et le président du tribunal, qui a bien fait son boulot, a des sanglots dans la voix. Pourquoi ? Parce que quand Maëva ou Angelina racontent qu'elles dorment dans une caravane sans eau, sans électricité, que la nuit elles se lèvent pour faire leurs besoins dans un champ qui fait moins 5, moins 10 degrés. Qu'en plus, elles vont comprendre que le gars qui les héberge, qui fait partie prenante de l'enfance et bien-être de l'association, que ce gars-là, pendant que ces gamines sont dans la caravane, il viole sa propre fille de 12 ans, avec plus ou moins l'assentiment de sa mère, de sa femme, et qui lève les bras au ciel, et qui va même dire à un moment donné, pendant le procès, mais vous inquiétez pas, monsieur le président, je donnais des préservatifs à ma fille. Sous-entendu, voilà, elle faisait ce qu'elle voulait dans la chambre avec mon mari, moi je dormais à l'étage au-dessous, etc. Et ce sont les gamins qui ont compris que cette gamine de 12 ans, qui a plus ou moins parlé, qui a discuté avec eux, ce sont eux qui comprennent qu'en fait, leur hébergeur, le gars qui, famille d'accueil, viole sa propre fille. Et donc les gendarmes vont l'arrêter, il va être jugé, il va prendre 20 ans de prison. Mais là, on le revoit, cette fois-ci, à la barre du tribunal, pour les actes qu'il a commis pendant les séjours des gamins
tout autour du château. Et après, c'est la litanie. Les gamines qui disent, mais Bruno, là, le gars qui violait sa fille, tous les jours, il passait ses mains entre nos cuisses parce qu'il nous interdisait de porter les sous-vêtements, parce que soi-disant on les souillait, ou il touchait nos seins parce qu'on n'avait pas le droit de porter les soutiens-gorge. Donc c'était une agression sexuelle. Le drame, c'est que les faits d'agression sexuelle ne sont pas dans le dossier. Mais les gamines le disent. Et elle le répète, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis vous en avez un autre qui arrive et qui dit, mais moi, j'ai été terrorisé parce que Bruno Claude avait une cravache. Et que pour nous recadrer, c'est le terme d'ailleurs qu'il utilise, il dit, mais moi je le recadrais parce que ces gamins sont turbulents. Il est cravaché. Il y en a un autre, Mathias, qui est le premier à parler, qui est le premier lanceur d'alerte. Mathias, au bout de 2-3 jours, il tombe sur sa famille d'accueil, celui qui a créé l'élément principal à la pierre angulaire du système qui est inventé à Châteauroux. Il dit, je ne sais pas pourquoi, avec Bruno Claude, ils avaient, donc celui qui a violé sa fille, ils avaient picolé, ils m'ont commencé à m'insulter, ils m'ont sauté dessus, et puis le quadragénaire qui s'appelle Martinez, Julien, lui saute dessus, il commence à l'étrangler, il baisse son pantalon et il le pille sur le visage. Et il raconte ça devant tout le monde. Et puis les autres racontent encore d'autres histoires. Il y a un gamin, Karl, avec qui j'étais il y a 2 jours. Karl, il dit, la nuit, je ne descendais pas. Je préférais, il avait 12 ans, me pisser dessus parce que j'avais peur de ce qui m'attendait en bas. Et puis vous en avez d'autres qui disent, nous, un jour, on nous a amenés dans une grange où il y avait des cochons. Et puis les propriétaires de la maison ont pris des fusils de chasse et ont commencé à tirer sur les cochons pour faire peur aux gamins, en leur disant, tiens, prends le fusil de chasse et tue à ton tour du cochon. Et ensuite, ils voyaient donc des cochons agoniser dans des mares de sang, etc. Donc, ils ont vécu ça, ces gamins, certains pendant des années, certains pendant des mois. Là où c'est, heureusement, parfois il y a un mal pour un bien, c'est que le fameux Mathias, un jour, il est poussé probablement par un membre de la famille d'accueil, il tombe dans le coma. Et quand il se réveille, il dit, la première chose qu'il dit aux infirmiers, je ne veux plus retourner chez ma famille d'accueil. Donc les gendarmes arrivent, et ça démarre de là. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce gamin, qui a eu une fracture du crâne, et qui s'en est pas remis d'ailleurs des années après, s'il ne parle pas, rien ne démarre. Oui, et puis lui finit à l'hôpital, mais on parlera dans un instant de tous ces enfants qui se suicident. Oui. Parce que passés par l'ASE, personne ne les écoute et le mal-être psychologique est tel que la seule porte de sortie est le suicide. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec Claude Ardite pour continuer de parler de ce scandale de l'aide sociale à l'enfance et de ses destins brisés. À tout de suite. On se retrouve avec Claude Ardite, auteur de La fabrique du malheur sur les graves dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance aux éditions L'Observatoire. On parlait de ce procès de Châteauroux où toutes ces horreurs ont été dévoilées par les 7 enfants qui ont été maltraités et violés par la famille qui devait les accueillir. Et puis dans ce livre, vous utilisez un moyen romanesque, une façon de montrer les choses de manière moins crue qu'elles ne le sont au procès, et vous donnez les noms en fait de nombreux enfants qui ont été victimes de l'ASE. Et une chose qui m'a choqué, c'est le nombre de suicides en réalité qui auraient pu être évités si l'ASE avait fait son boulot. Alors, il y a 2 choses. En 2022, Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État à l'enfance, il avait d'autres attributions, il réussit, il fait quand même avancer les choses pour l'aide sociale à l'enfance. Notamment sur les parcours des gamins, sur la rémunération, il y avait une sorte de Grenelle des travailleurs sociaux qui étaient un peu mieux payés, etc. Et puis surtout, il avait sorti une loi qui devait être appliquée dès qu'elle a été inventée par Adrien Taquet, qui interdisait l'aide sociale à l'enfance de placer des mineurs de moins de 15 ans ou 16 ans dans ce qu'on appelle les hébergements sociaux ou des hôtels. Le seul problème, c'est qu'entre le moment, je crois que c'était le début de l'année 2022, et le moment où la loi a été appliquée, il s'est passé 2 ans. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que c'est le travail législatif? Est-ce que les parlementaires sont dépassés? Est-ce qu'on a oublié en route? Mais enfin, c'est souvent comme ça. On vote des lois, et puis c'est toujours très long. Le seul problème, c'est qu'entre le moment où donc elle a été votée, cette loi, et le moment où elle a été appliquée, il y a plein de gamines et de gamins qui sont suicidés dans des hébergements sociaux. Alors, des hébergements sociaux, la plupart du temps, ce sont d'anciens hôtels de tourisme. Ça peut être des Formule 1, ça peut être des classes numéro 1, ça peut être des hôtels de province avec des auberges générales dessous. Donc, c'est pas forcément des hôtels abominables. Et je vous expliquerai pourquoi après. Et là où c'est intéressant, c'est que je me suis dit, le cas
qui a ému toute la France, c'est celui de Lily, qui est morte à 15 ans à Clermont-Ferrand, qui s'est pendue dans sa douche dans un hôtel à Aubière, un petit village qui est à 10 km de Clermont-Ferrand. Et donc moi, j'ai utilisé le style romanesque parce que je savais que j'allais m'en prendre plein la gueule, et que si je ne me mettais pas un peu à rêver, à me mettre quasiment dans la peau d'une espèce d'enquêteur, journaliste, d'Albert Londres, des années 2020, etc., je pense que je serais pas arrivé jusqu'au bout de ce livre. Et que je savais qu'en plus, il fallait que je fasse des heures et des heures et des heures de train pour arriver à destination. Et quand vous êtes dans le train, vous gambergez. Ouais. Et donc, j'arrive à Clermont-Ferrand, et puis les gens de l'aide sociale de l'enfance me parlent. Je vais rencontrer, dans la même soirée, en l'espace de 4 heures, les 2 éducatrices qui ont géré la vie de Lily, 15 ans. La première qui est directrice donc du foyer, qui a un charisme, qui a une vocation vraiment sociale et qui aime son métier. Et au bout de 10 minutes, mais tout bêtement, j'ai l'enregistrement là sur mon portable, je lui dis, mais quand apprenez-vous et dans quelles conditions apprenez-vous la mort de Lily? Et là, elle se met à pleurer. Ouais, toutes les larmes de son corps, ouais. C'est ce que je dis. Je me lève même pour la consoler, parce que je me dis, mais je suis en train de faire pleurer cette femme, et elle dit, en fait, qu'est-ce que j'ai raté? Alors, quand elle l'apprend, il y a sa fille à côté, sa fille lui dit, mais non, maman, c'est pas toi, etc. Bon, elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Et elle dit, c'était très compliqué avec Lily, parce que la première rencontre qu'on avait eue avec elle, elle était rentrée dans mon bureau, et je crois que je le dis dans le livre, elle dit, toi, sale pute, tu vas pas m'emmerder, je fais ce que je veux. Donc Lily, c'était une enfant qui était délicate, mais c'était une victime, abandonnée par sa mère, son père SDF, qui était tombé sous l'emprise d'un proxénète, d'un sale type qui avait une douzaine d'années de plus qu'elle, et donc voilà, elle dit c'était compliqué, et en même temps Lily, on essayait de lui donner de l'affection, mais on n'y arrivait pas, elle était ingérable, et puis elle sortait, elle rentrait, elle fuguait, elle revenait, et puis donc elle est passée dans un autre foyer juste à côté, sur une espèce de groupement d'immeubles avec un autre foyer. Et je vais voir Véronique, qui est un peu plus jeune, qui est éducatrice spécialisée, qui m'explique la situation de Lily, la vie de Lily, les difficultés de parler avec Lily, etc. Et à un moment donné, même question, je dis mais comment vous apprenez? Et là elle s'effondre. Elle me dit, on n'a pas su, on n'a pas réussi à la gérer, elle est passée à travers les mailles du filet. En même temps, il y avait 12 gamines dans le même foyer, et elle se met un peu le désordre, le chaos. Et donc, troisième solution, elle passe par une autre association qui est une MEX, je crois, une maison d'enfants à caractère social, et je vais rencontrer la 3e directrice de ce foyer. Mais dans la même soirée, c'était crépusculaire, crépusculaire. Parce qu'en plus, j'avais l'impression, je voyais à travers les fenêtres, je voyais les ombres des jeunes filles à travers les rideaux de leur chambre, quoi. Et je me disais, peut-être que Lily aurait pu être encore là, etc. Et cette femme, donc, qui dirige le foyer qui s'appelle Parenthèse, me dit, mais il y a parfois des enfants qui ne veulent pas être sauvés parce qu'on a tout tenté, y compris de la rapprocher de son père. Il y a une scène, d'ailleurs, qui est abominable, que je préfère pas raconter, mais que je dis dans le livre, où on la confronte à son père, et il y a son proxénète qui est à côté, elle se jette dans les bras de son proxénète, elle met sa main dans le pantalon du proxénète devant le père, pour humilier le père. Donc c'était une gamine qui était délicate. Le seul problème, c'est que comme on ne sait plus quoi faire d'elle, on prend la décision stupide qu'on n'aurait jamais dû prendre de la placer dans un hébergement social. Donc on l'envoie à Aubière, dans cet hôtel. Elle se retrouve seule et moi, je vais à Aubière et je rencontre le patron de l'hébergement social. Alors, quand vous arrivez dans l'hôtel, c'est un petit hôtel de tourisme qui est avec 3 étages, plutôt joli. Vous êtes en face d'un parc avec une rivière. Le restaurant qui est en dessous, vous avez toutes les spécialisées du Puy-de-Dôme, la Ligo, l'Andouillette, enfin. Donc, c'est plutôt un bel endroit. Mais le directeur de cet établissement ne voulait pas me voir. Et moi, je vais vers lui, je le raconte dans le livre, j'ai écouté Claude Hardy, je vous ai envoyé 10 mails. M'avait dit 10 fois non, mais là je suis là aujourd'hui. Je me suis tapé 700 bornes pour venir vous voir, donc il faut que vous me parliez. Et là il me dit, mais j'en ai marre, parce que la presse m'a assassiné, la presse m'a flingué, tout le monde a dit que c'était la faute de mon hôtel si Lily était morte, mais Lily elle est pas morte à cause de ça. Lily elle est arrivée en bout de parcours. Elle aurait été sur un pont, elle se serait jetée du pont, elle aurait été dans la mer, elle se serait noyée, elle se serait pendue n'importe où, dans n'importe quel foyer, etc. C'est pas mon hôtel. Ils se dédouanent pas. Non. Donc je vois des copains de Lily qui étaient plus ou moins tous amoureux d'elle parce que c'était une jolie fille intelligente, qui était plutôt gaie, qui alternait la dépression, la colère et la bonne humeur. Et tous me disent, on n'imaginait pas que Lily puisse se prendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je continue mon enquête. Je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis. Je fouille dans le dossier judiciaire de Lily parce qu'il y avait un suicide et on s'aperçoit qu'en fait, le jour où Lily se suicide, son proxénète,
qui avait été arrêté par la brigade des mineurs, qui avait été relâché au bout de 48 heures de garde à vue, qui devait être jugé quelques semaines plus tard. Son proxénète la traite de tous les noms d'oiseaux, de sale pute, je te hais, plus jamais on sera ensemble. Mais comme elle était folle amoureuse de ce type qui était un monstre. Elle rentre à l'hôtel et elle se pend. Et donc, et c'est là la fabrique du malheur. C'est-à-dire que tout le monde a échoué. Les éducateurs ont échoué, les psys ont échoué, les référents ont échoué, les flics ont échoué. Et évidemment, ils ont tous une part de culpabilité par rapport à ça. Sauf qu'après, je vais à Pierrefonds dans l'Oise, il y a une gamine de 12 ans qui se suicide dans sa chambre parce qu'elle était harcelée par ses copines et ses copains 12 ans. Et qu'elle va se pendre aussi dans sa chambre 12 ans. Et que donc, quand je vais à Pierrefonds, j'essaie de comprendre. Et bon, je m'inspire d'elle en me disant, mais le foyer dans lequel elle est plutôt joli. C'est pas quelque chose d'abominable. C'est pas le site qui est en question. C'est que ces enfants deviennent quasiment totalement invisibles et que les éducateurs, éducatrices, moi je leur jette pas la pierre, ils sont dépassés. C'est ce que vous dites en fait, ces gens-là ont une vocation quand même de travailler au contact d'enfants difficiles, d'essayer de faire bien leur travail. Il y a un manque de moyens criant, particulièrement sur le volet psy. Oui, alors sur le volet psy, alors c'est vraiment quand ces gamines-là, elles souffrent, on essaie de leur faire des visites de psychologues, de psychothérapeutes ou de psychiatres, etc. Là, on touche le fond. Pourquoi ? Parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est d'ailleurs dans le rapport, l'état de la pédopsychiatrie aujourd'hui en France est vraiment lamentable. Un gamin, par exemple, de l'ASE, qui va voir un juge des enfants qui va prendre une mesure pour lui. Et ça, j'ai assisté à ces audiences-là. Il va dire à l'enfant, on va t'envoyer voir un psychiatre. Mais selon les départements, le délai d'attente, c'est entre 9 mois et 2 ans. Donc quand vous dites à un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui ne sait pas très bien de quoi il souffre, la psychologie, les troubles psychiatriques, il ne sait pas ce que c'est. C'est un enfant ou c'est un ado. Et qu'on lui dit, tu vas voir un médecin qui va essayer de te guérir la tête, etc., mais je ne peux pas le faire avant 12 mois, 15 mois, 18 mois, 2 ans, etc., parce que je n'ai pas de place. Donc ça pose un vrai problème. Et ce que moi j'ai vu aussi, notamment à Marseille, parce que j'étais beaucoup à la brigade des mineurs, brigade Proxo, avec les foyers de l'ASE, etc. Tenez-vous bien, mais c'est partout en France, c'est que les psychiatres, les psychologues qui font des expertises médico-légales à la demande des juges du parquet des mineurs, depuis 10 mois, ils ne sont pas payés. C'est-à-dire qu'ils font des expertises, ils ont l'obligation de faire des expertises pour que les juges et un dossier d'expertise médico-légale de l'enfant, quel que soit l'enfant. Sinon, il n'y a pas de dossier. Mais ils ne sont pas payés parce que... Et quand je leur demande, je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas payés ? Ils me disent, mais parce qu'il y a eu tellement de la dissolution, des changements de gouvernement, changements d'administration, changements, ça ne correspond pas entre les différents ministères dont on dépend, etc., l'action sociale, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur. Et donc, ils sont tous obligés, des gars qui ont fait 10 ans d'études, sont obligés d'emprunter pour vivre. Donc, l'état de la psychiatrie est tel. Mais quand j'assiste et c'est ça qui est incroyable, c'est pour ça que c'est la fabrique du malheur. C'est pas que l'ASE, c'est pas que les conseils départementaux. Quand vous allez assister à des audiences, j'ai assisté à une dizaine d'audiences, comme si ils m'ont présenté comme un stagiaire. Bon, je faisais un peu vieux pour être stagiaire, mais j'étais présenté comme un stagiaire. Et j'ai eu 2 juges, Eric et Sama, qui m'ont permis d'assister à ces audiences-là. Vous avez 10 personnes, vous avez l'assistante sociale, vous avez les référents du foyer, vous avez les éducateurs, vous avez parfois les avocats de l'enfant, vous avez les parents, etc. Et le juge doit prendre une décision. Soit il continue, les éducateurs restent à domicile pour suivre les enfants, soit on place l'enfant qui est maltraité dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au bout de 3 heures, 4 heures de discussion, parce que les juges font plutôt bien leur boulot, ils vont dire à l'enfant, écoute, je vais te placer parce que tu ne vas pas bien dans ta famille, parce que tu as été frappé, voire les filles, vous avez été agressées sexuellement, on n'est pas très loin parfois de l'inceste, mais l'inceste n'est pas prouvé, donc ce sont encore d'autres affaires, mais je ne pourrai pas te placer avant 12 mois, 14 mois ou 2 ans parce que je n'ai pas de place de foyer, parce que je n'ai pas de place de famille d'accueil. Donc vous avez un gamin, je le dis dans le livre, qui était plutôt plus malin que les autres et qui dit à un moment donné, mais qui dit donc je vais continuer à me prendre des tartes dans la gueule alors que théoriquement il faut que vous sortiez du guêpier dans lequel je suis.
Bon, il y a d'autres exemples, parce que parfois il y a aussi des parents qui sont maltraitants et qui font vraiment n'importe quoi aussi. On va en parler bien sûr de ce manque de moyens criant. On se retrouve dans un instant pour continuer sur cette radioscopie assez glaçante de l'aide sociale à l'enfance. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Claude Ardide, auteur de La Fabrique du Malheur, ce livre sur les scandales au cœur de l'aide sociale à l'enfance. C'est plus de 400 000 mineurs chaque année. Le chiffre ne fait qu'augmenter, mais ce sont surtout des destins personnels brisés, des familles aussi brisées, au-delà des enfants, avec des décisions de justice parfois incompréhensibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gamins-là qui ont de 0 à 18 ans, cette génération-là, sont des enfants qui sont cabossés, maltraités, souvent agressés, harcelés. Il y a beaucoup d'inceste aussi. Moi, quand j'étais à la brigade des mineurs, j'ai craqué à un moment donné parce qu'il y a eu 4 affaires d'inceste, mais alors plutôt d'ailleurs dans les milieux bourgeois. Et c'est épouvantable ça, parce que c'était des gamins, des petites filles qui étaient très jeunes. Donc vous avez ça, donc ces gamins-là. Mais le seul problème, c'est que quand vous regardez les familles qui les ont maltraités, elles aussi, elles sont complètement cabossées. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lien entre la famille, comme si il était presque naturel que ceux qui ont souffert fassent souffrir leurs propres enfants. Une assignation, en fait, à résidence dans le malheur, quoi. Oui, il y a presque un pédopsychiatre, enfin, j'ai rencontré un pédopsychiatre qui travaille là-dessus en ce moment, mais qui me dit que c'est comme s'ils transmettaient leurs gènes de violence à leurs propres enfants. Alors, je suis pas médecin, donc je m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Mais quand vous voyez souvent les familles maltraitantes, elles sont souvent elles-mêmes maltraitées, voire, si on remonte une génération plus tôt, les grands-parents. Moi, ce qui m'a beaucoup, et j'en parle dans le livre, et je tiens à vous en parler, merci de me poser cette question-là, c'est qu'il y a des mamans, il y a une jeune femme notamment qui s'appelle Jennifer Abitbol, qui est éducatrice spécialisée, et qui est partie un peu en croisade contre l'ASE à Marseille, notamment contre les histoires de prostitution ou du laisser-aller des foyers où vraiment c'était quasiment devenu certains dépotoirs. Donc cette jeune femme, à un moment donné, elle a tapé un peu sur l'ASE, sur ces structures-là, et puis pour des raisons que j'ai enquêté à fond, je me suis fâché avec tout le monde, je me suis fâché avec des juges d'affaires familiales, des juges pour enfants. On lui a retiré sa fille qui s'appelle Romy, il y a un chapitre qui lui est consacré, il faut sauver Romy. Et pendant des semaines et des mois, et encore ce matin on a parlé au téléphone, je ne comprends pas pourquoi on a retiré Romy à sa mère et qu'on l'a remis entre les mains de son ex-compagnon qui était considéré comme quelqu'un de violent. Bon, et des histoires comme celle-là, il y a celle d'une grand-mère qui se bat pour sa gamine qui a disparu depuis 15 jours. Elle m'a encore envoyé un message parce que ses parents étaient l'un toxico, l'autre alcoolique, etc. La gamine a disparu et l'ASE, la gamine, elle a 15 ans. L'ASE ne fait rien pour retrouver cette gamine. Elle est quelque part, probablement avec un proxénète en Haute-Savoie. Et donc, et les flics, et les juges, et enfin, les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance. Alors, je ne sais pas s'ils ne font rien parce que c'est compliqué. Toujours est-il que Marie-Laurence, elle m'a appelé hier en me disant, et ce matin en me disant, je ne sais pas où ma petite fille. Vous avez une autre histoire de Guillemette. Le père, son ex-époux, avait agressé sexuellement sa fille. Et donc, moi, j'assiste à l'audience. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Le père a fait 2 ans de prison, mais est-ce qu'on déchoit le père de ses droits paternels ou est-ce qu'on lui laisse ses droits paternels ? Et cette mère dit, à un moment donné, il dit, mais moi, ma fille, si elle va voir mon ex-mari tous les 15 jours avec un droit de visite, etc., mais ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur. Tous les dimanches soirs, quand elle va rentrer, je vais aller voir un médecin gynécologue, etc. Et ce qui est fou dans cette histoire-là, ce qui est complètement délirant, c'est qu'on lui a laissé les droits paternels et que Guillemet dit à un moment donné, je ne comprends pas, je suis dans la terreur absolue. Et donc à un moment donné, dans l'audience à laquelle j'assiste, il s'est passé une sorte de miracle, ça fait parfois du bien au cœur. Vous avez la juge pour enfants, Sama, qui s'avance près de cette gamine et qui lui dit, elle le fait souvent, elle lui dit, bon voilà, je suis une fée, tu es une petite fée, je te remets une baguette magique, qu'est-ce que tu fais ? Et cette gamine-là, elle a fait pleurer tout le monde. Enfin, on était 3 dans le bureau. Elle dit, si j'avais une baguette magique, ce que je voudrais, c'est que mon père et ma mère m'aiment. Je veux qu'on m'aime. Je veux du lien. Je veux de la tendresse, etc. Bon, et d'autres affaires, il y a l'affaire de Cécile Mira, qui, elle, a perdu ses 3 enfants. C'est incompréhensible. J'ai essayé de voir les juges d'affaires familiales, les juges pour enfants, les éducateurs, les membres de l'ASE. Je suis allé voir les lieux où ont lieu se rendent les parents, les enfants, ce qu'on appelle les visites médiatisées. Et je ne comprends pas.
Je vous jure, c'est la quadrature du cercle. Pourquoi ces mères, on les a privés de leur enfant? Ah ouais, c'est vraiment incompréhensible. On a avec nous une auditrice, Sandrine, qui nous appelle du Gers. Bonjour Sandrine. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Alors bonjour, mais écoutez, je vous écoute attentivement là depuis tout à l'heure. Alors, ou j'ai loupé, ou peut-être, je ne sais pas, mais vous avez oublié de parler de la formation des éducateurs spécialisés et du contenu de la formation des éducs aujourd'hui et du profil des jeunes qui rentrent à l'école d'éduc. Moi j'ai 50 ans, donc ça fait longtemps que je roule ma bosse et que je suis dans le social. Aujourd'hui, les jeunes éducs ne disent jamais non. Ils achètent la paix sociale. À l'école d'éduc, on leur apprend que le gamin, si te le faut marron, c'est pas toi qui frappe, c'est l'image parentale que tu représentes. Donc c'est pas grave. Hein. On leur apprend à ces gosses, ils arrivent sur le terrain, ils ont 22, 23 ans, ils rentrent à l'école d'éduc à 18 ans. Donc il y a un manque vous croyez qu'à un moment donné, quand même, il y a une logique quelque part. Le jeune, il n'a pas fini de grandir lui-même. Il n'est pas encore un adulte qu'on lui demande de s'occuper d'autres mômes derrière. Il y a, le bas blesse. À un moment donné, parce que cette histoire de Parcoursup aussi est vraiment aussi entrée dans la danse. Et c'est aussi à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'on attend à un moment donné pour dire au gamin non, tu vas d'abord faire autre chose et après, si c'est vraiment ta vocation, tu viendras faire ce métier. Merci Sandrine. On fout des mômes au carton et en souffrance. On va donner la parole à notre invité. Justement, Claude Ardit, vous dites qu'il manque 70 postes de travailleurs sociaux. 70 000, pardon. 70 000. 70, ce serait pas grave. Non, ce serait parfait. Non, mais cette question de la formation des éducateurs, de l'âge des éducateurs, de l'expérience, elle est centrale aussi, comme vient de le dire Sandrine. Ouais, alors il y a le problème de la formation, mais moi, ce que j'ai constaté, si vous voulez, parce que j'ai fait des interviews, parce que sans les gens de l'ASE qui sont venus me parler, ce livre n'aurait pas été possible. Pas eu d'information. Quand vous allez voir une puéricultrice qui a 10-12 ans d'expérience, qui vous raconte ses terreurs la nuit parce qu'elle a 6 bébés sous sa responsabilité, normalement, et qu'en fait elle en a 7 parce qu'il y a un bébé d'urgence qui est arrivé, voire 8, et que les 8 enfants se mettent à pleurer, qui sont terrorisés, et qu'elle est toute seule, et que le seul qui pourrait l'aider c'est le concierge de nuit, et qu'elle vous dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que je sens que ces bébés, parce qu'elle lui dit les bébés quand tu les as dans les bras et qu'ils te regardent avec son regard terrorisé, tu sens que soit ils vont sombrer dans une espèce de folie, soit ils vont devenir boulimiques, anorexiques, soit tu les mets sur le lit puis ils vont pas bouger pendant 3 heures, etc. Donc au bout de X mauvaises expériences, elle a fait un burn-out total, mais elle était là depuis 10 ans. Et quand elle est allée voir sa directrice dit, tu savais à quoi t'attends, de toute façon, on va prendre des intérimaires, lesquels intérimaires restent 3, 4, 5, 6 jours, etc. Donc ils créent aucun lien d'attachement aussi bien pour les nourrissons que pour les enfants ou pour les adolescents. J'ai fait une interview d'une assistante sociale de l'ASE qui m'a dit un jour, j'ai été appelé avec le SAMU et les pompiers, je suis arrivé dans un appartement, une femme venait accoucher, elle avait coupé son cordon ombilical, elle était dans la salle de bain en train d'écouter la musique, se maquiller, et le bébé était en train de mourir, de geler sur le carrelage. Et là, elle a 12 ans d'expérience. Donc c'est même pas un problème de formation, parce qu'elle a toujours bien fait son boulot. Mais dit, mais moi je n'en pouvais plus de voir des cas comme ça. Donc elle a fait un burn-out, elle a dit je stoppe. Elle est redevenue devenue secrétaire à l'aide sociale à l'enfant, mais je suis devant un ordi, je suis plus embêté parce que moi, le malheur, j'en veux plus. Mais des histoires comme ça. Oui, c'est vrai que c'est des carrières difficiles, oui, alors, qui usent. Il y a une histoire que je raconte qui est assez drôle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été éducateur spécialisé et qui maintenant est à la retraite. Il dit un jour, je suis venu pour occuper un poste d'éducateur spécialisé, je croise un jeune de l'ASE et le mec, ce gamin-là, qui a 14 ans, il parle à ce futur éducateur, il parle mal. Et donc l'éducateur lui dit, mais tu n'as pas à me parler comme ça. Et il lui dit, toi fils de pute, ta gueule. Et il lui crache au visage. Et que fait celui qui venait chercher un poste d'éducateur? Il lui met une torgnole dans la gueule. Et donc quand il monte voir celui qui allait l'engager, il se dit, bon ça va, je suis mort. Bon, je vous parle de ça il y a 30 ans. Ouais. Il dit, je suis mort. Et le gars lui dit, je suis au courant de ce que t'as fait, t'as mis une tarte dans la gueule du mec, et ça, t'as bien fait, je t'engage tout de suite. Bon, évidemment, ça ne se fait absolument plus, parce qu'aujourd'hui, elle a raison. Elle a raison, cette femme. Les éducateurs, quand ils déboulent, c'est, on laisse faire. Et vous savez qu'il y a un truc qui est incroyable. Je l'ai jamais dit, mais je le dis dans le livre. Vous ne pouvez pas entrer
comme ça, visiter la chambre d'un enfant sans demander l'autorisation à l'enfant ou sans demander l'autorisation aux parents. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si le gosse il a du shit, de l'alcool, s'il a un couteau, etc., parce que souvent ça bataille. Vous êtes obligé de demander l'autorisation à des gamins qui ont 14 ans, qui n'en ont rien à foutre, ou des parents qui n'en ont rien à foutre, et donc vous ne pouvez pas visiter comme ça, faire une espèce d'intrusion pour aller vérifier ce qu'il y a dans la chambre des gosses. Merci Claude Hardy. Oui. On peut en parler encore des heures, mais je vous conseille la lecture de ce livre, La fabrique du malheur, les scandales au cœur de l'aide sociale à l'enfance, aux éditions de l'Observatoire, avec de nombreux témoignages et un style romancé qui permet de faire passer l'horreur. 2 salles, 2 ambiances. Vous allez retrouver dans un instant Brigitte Lahaie pour parler de la masturbation, si utile pour entretenir la libido. Je peux vous remercier, c'était vraiment très bien. Merci, merci à vous surtout pour ce travail et pour ces témoignages bouleversants. Merci.